Bonjour à tous, je m'appelle Françoise, j'ai actuellement 78 ans et je vais vous raconter mon histoire de ma naissance il y a une dizaine d'années. Les années de Françoise, un podcast de Charles Guérand. Dans l'ordre, il y a mon père, Jean, ma mère Nelly, qui ont eu 4 enfants, l'aînée Claudine, après il y a eu Bernard, il y a eu Françoise et il y a eu Jean-Louis. Après, mon mari Jean, moi Françoise, on a eu 2 enfants, l'aîné Anne, le deuxième David. Après, ma fille m'a donné 3 petits-enfants, Charles, Pierre et Louis. Épisode 2, l'adolescence, première partie. Alors sur cette photo, on voit 2 jeunes filles qui se promènent dans le centre-ville, qui font des courses, et elles sont habillées comme les années 1959, c'est-à-dire manteau très long, les jupes qui dépassaient plus ou moins du manteau, mais surtout la jupe et le manteau étaient en dessous du genou, largement en dessous du genou, presque, je vais dire, au niveau du mollet, avec des gants toujours assortis à la chaussure, sac à la main, et quand on regarde ces photos à notre époque, on dirait déjà des dames âgées. On n'a rien d'une jeune fille de 16-17 ans. Alors, on reproduisait le modèle, mais pas des jeunes filles de notre âge, on reproduisait plutôt des personnes beaucoup plus âgées que nous. J'ai un gant, mais je tiens l'autre gant dans la main, je tiens le sac, c'est très, très snob. Notre mère devait justement porter un gant à la main, son sac. Ah oui, on reproduisait beaucoup ce que nos mamans nous imposaient aussi. Dans notre famille, c'était comme ça, il fallait toujours être bien habillé, bien coiffé, toujours les gants, les chaussures assorties au sac, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ah non, c'était vraiment la grande représentation. Par contre, il y a quand même une chose qui était frappante et qui m'énervait moi beaucoup, c'est que quand on sortait, il fallait, quel que soit le temps, même s'il faisait chaud l'été, c'était très rare, il fallait toujours mettre des bas ou des collants. On ne sortait pas les jambes nues, ça ne se faisait pas. Par exemple, si on passait devant un chantier où il y avait des ouvriers, on avait droit à des sifflets. On était toutes fiers, on souriait, puis on continuait notre route, quoi. Quand j'allais faire des courses avec maman, elle me guidait dans mes choix, mais des fois je disais non, ça j'aime pas du tout. Donc elle allait voir encore autre chose, puis au bout de quelques essais de manteau, d'une robe ou de chaussures, bon allez, ça ira, ça te va, oui ça me plaît, puis voilà, ça s'arrêtait. Mais au départ, un peu guidée quand même par le choix de maman. Mais dans notre milieu un peu bourgeois, c'est vrai que c'était un peu imposé, quoi. La rébellion, elle s'est faite au moment où j'ai commencé à flirter ou un truc comme ça. Là, il y a eu de la rébellion. Bon, puis la société avait changé. C'était période des jupes un peu plus courtes, etc. Ce modèle de tenue tel que je viens de le décrire, c'est vrai qu'il arrivait un moment où on n'en a plus voulu, quoi. L'argent de poche, on l'avait par exemple si on lavait la voiture, si on nettoyait la cour, si on repassait. Au départ, on avait comme ça une pièce par-ci. On n'a jamais eu beaucoup d'argent de poche. C'est-à-dire que si on allait en ville pour acheter quelque chose, on nous donnait de l'argent. Mais on ne peut pas dire comme on fait, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans toutes les familles maintenant, mais où ils donnaient tant par semaine. Nous, on n'avait pas ça. Si on demandait, on l'avait. Mais on n'a jamais eu non plus des sommes extravagantes, quoi. Par exemple, si je sortais avec donc cette cousine, on va aller acheter, mettons, un foulard. Maman elle jugeait qu'un foulard, à cette époque-là, coûtait tant. Elle lui donnait de quoi acheter un foulard. Si, par exemple, on avait dépensé moins que ce qu'elle nous avait donné, on rendait la monnaie. Ou alors, quand on allait l'été, parce que l'été, forcément, mon père travaillait beaucoup, et il nous demandait d'aller l'aider, on a déchargé des camions quand même. Hein. À ce moment-là, il nous donnait de l'argent. C'était notre argent de poche aussi, quoi. Son père ayant monté sa petite usine de limonade, je questionne Françoise sur les rapports que sa famille entretenait avec le monde ouvrier. C'est un monde dont on n'avait pas peur, parce que j'avais un père qui, au contraire, comme lui avait travaillé très très tôt et vivait beaucoup avec des ouvriers dans son entreprise avec lesquels il s'entendait très bien, parce qu'il avait des ouvriers qu'il a gardés presque tout le temps. Donc si tu veux, on savait
comment je pourrais dire, la barrière, on ne la franchissait pas. Un jour, c'était toujours l'été, quand ils avaient beaucoup de travail, etc. Et puis, à midi, papa, il a besoin de ses employés pour manger rapidement et puis repartir rapidement au boulot. Donc, ils sont venus manger rue Saint-Lucien, chez nous. Il y en avait 2 qu'on a connus pendant des années. Jusqu'à ce que papa, d'ailleurs, il ferme l'usine. Et ce jour-là, c'est curieux, il y a des choses qui frappent quand même. Maman, elle avait fait des tranches de gigot. Je m'en souviens, c'est quand même curieux, j'étais pas vieille à cette époque-là. Et un des 2, je ne sais plus lequel, a dit « On n'a jamais mangé de gigot de notre vie, madame. » Parce que c'était une viande qui coûtait cher. Et à ce moment-là, j'ai vu la tête de mon père qui a changé. Et à mon avis, il a dû dire « On n'aurait jamais dû servir de gigot. » Tu vois, il n'aimait pas ça. Lui, il n'aimait pas faire le patron et l'ouvrier. Parce que je me suis rendu compte que, bah oui, nous, on mangeait du gigot comme on mange maintenant une tranche de viande, quoi. Et pas eux, parce qu'ils n'avaient pas eux les moyens. Alors qu'ils étaient pas malheureux chez papa. Hein. Par exemple, j'ai déjà raconté l'histoire d'un ouvrier qui venait, je sais pas où, il y en avait beaucoup qui habitaient Saleux à ce moment-là, dans des maisons terribles. Et il venait en mobilette. Je me souviens des mobilettes, vélos, je ne sais pas, bus, j'en sais rien, ça existait beaucoup. Et un jour, ce garçon-là, je ne sais plus lequel des ouvriers, est arrivé, mais vraiment très très en retard. Il est arrivé forcément, il a dû traverser toute la ville d'Amiens à pied. Et puis forcément, quand il est arrivé, mon père, il l'a engueulé, il dit hey, « T'as vu l'heure, etc. etc. » Puis il a dit « Bah oui, mais ma mobilette, elle est cassée, je suis venu à pied. » Ah, c'est malin qu'il a fait. Monté en voiture, il a été lui acheter une mobilette. Pour que justement, il soit à l'heure aussi. Pour qu'il vienne au boulot à l'heure, il y a ça aussi. Mais il lui a acheté une mobilette. Et quand il rentrait le soir et qu'il racontait ça à maman, il se faisait engueuler par maman. Tu n'as pas à lui acheter une mobilette, c'est quoi ça? Il peut s'acheter une mobilette. Mère, elle, par contre, n'avait pas le même rapport avec les ouvriers que papa. Et moi, je me souviens aussi, quand j'ai travaillé avec grand-papa, il avait pris un jeune... est-ce qu'il était tunisien? Est-ce qu'il était marocain? Je ne sais plus bien. Je pense qu'il était algérien. Tous les matins, on allait dire bonjour aux ouvriers. Ça, c'était rituel. Et c'est nous qui nous déplacions. Hein. Papa, il l'avait toujours exigé. C'est à nous d'aller leur dire bonjour. Bon. Et ce garçon-là, quand on arrivait, je me souviens encore dans le hangar. Bonjour Abdelak. Il répondait jamais. Et systématiquement, il allait dans une pièce. Il faisait. Il y avait... Pourquoi? Parce que c'était Abdelak, parce que il aimait peut-être pas les patrons, il aimait peut-être pas le boulot qu'il faisait, etc. Mais on lui a dit bonjour tous les jours. Et un jour, je ne sais plus ce qui s'est passé, il a sorti un couteau, puis il a mis le couteau sur le ventre de son patron, de mon père. Et mon père lui a dit, vas-y, crève-moi, qu'il lui a dit. Et tu vas te retrouver où? En prison? Moi, je serais peut-être mort, mais toi, tu seras en prison. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Tu ranges ton couteau, puis tu repars au boulot. Il est reparti au boulot, il a rangé son couteau. Moi, je n'ai pas assisté à la scène. Hein. Et puis, un beau jour, bonjour Abdelak. Bonjour mademoiselle. Pourquoi? Il a dû se rendre compte qu'on ne lui en voulait pas, qu'on ne faisait pas de différence entre lui et un autre petit français ou un truc comme ça, tu vois. Et figure-toi qu'au bout de, je sais pas, je crois que c'était même après le décès de mon père, un jour j'entends « Mademoiselle Lemay !» Je me retourne, je le regarde et je dis « Abdelak ». Il dit « Vous me reconnaissez ?» Ah ben oui, quand même. On a tellement travaillé ensemble tous les deux que je faisais... Écoute, il était heureux comme tout que je lui parle et que je... Alors il était, je crois, il était marié, il avait un enfant ou un truc comme ça. L'histoire après, je ne sais plus ce qu'il est devenu. Mais le gars se souvenait de moi et moi aussi, tu vois. C'était sympathique en fin de compte. Nous enchaînons ensuite avec l'arrivée de la guerre d'Algérie au mi-temps des années 50. Ça par contre, on a été au courant tout de suite. Et en plus, il y avait une grande inquiétude. Je me souviens de ça. Et quand ils ont annoncé que les parachutistes allaient débarquer sur Paris, là, on était tous inquiets. Alors, il y avait des mouvements dans les jeunes, les pros et les anti-Algérie française, pardon. Et on en parlait, ça, par contre, avec les parents. Beaucoup. Moi, personnellement, je trouvais que c'était dommage d'abandonner l'Algérie, quoi. Puis quelque part, tu es un peu partagé, c'est quand même un peuple, ils ne vivent pas comme nous, et pourquoi on leur imposerait notre façon de vivre? Mais bon. Mais
Quand on a su tous les attentats, tous les morts qu'il y avait, etc., le général Massu, etc., ça a été quand même très très dur, très très dur. En fin de compte, moi, je découvrais une guerre malpropre. Bon, la guerre du Vietnam, c'était malpropre, c'était pas bien, il y avait aussi des morts, des ceci, cela, mais là, j'ai vraiment vécu cette guerre-là d'une façon angoissante. Jean devait partir en Algérie, mon mari. Mais comme il était déjà, comme il jouait beaucoup au tennis et qu'il était déjà bon professeur de tennis, il donnait des leçons à son commandant ou général de sa brigade, je ne sais pas comment on appelle ça. Et un soir, il devait partir en Algérie. Et le général ou le sergent, je ne sais pas trop quoi, est arrivé. Et puis il lui a dit, demain matin, vous avez rendez-vous avec votre général pour lui donner sa leçon de tennis traditionnelle. Il dit, je ne peux pas parce que je vais partir à 6h du matin, je pars en Algérie. Ah mais non, vous ne partez pas. Et il n'est pas parti en Algérie à cause de ça. Revenant à la préadolescence, Françoise me raconte un souvenir de voyage en Angleterre avec son petit frère Jean-Louis. Je crois que j'avais 12 ans, pas plus. Ça devait être un échange avec les enfants de la famille. C'était à Bexhill-on-Sea, je me souviens du nom. Et on est parti avec ma sœur en bateau. Et arrivé là-bas, la famille devait nous attendre, Jean-Louis et moi, et ils ne sont jamais arrivés. Donc, heureusement, on avait l'adresse. Donc, ma sœur nous a conduits à la maison, de là où on devait être accueillis. Arrivé là, à la maison, il n'y avait personne. Une fois, ça commençait vraiment très très mal, en fin de compte. Et puis elle était attendue dans une autre famille, mais elle à Londres. Donc il fallait absolument qu'elle prenne, je crois, le cas ou un truc comme ça. Et puis d'un seul coup, on a vu arriver une dame. C'était la dame de la famille chez qui on était. Pas un mot de français, et nous, à cet âge-là, pour ainsi dire, pas d'anglais, quoi. Jean-Louis ne parlait pas du tout anglais. Moi, alors là, c'était baragouinage pas possible. Alors le matin, on était dans la famille, le midi et le soir, et l'après-midi, on avait des cours d'anglais, assez loin de la maison d'ailleurs. Et ils nous ont conduits une fois, puis après c'était débrouille. Ils étaient désagréables, ils n'étaient pas sympas avec nous. Les enfants n'ont jamais été sympas avec nous. Ils se sont jamais occupés de nous non plus, alors qu'ils avaient notre âge. À tel point que ça n'a pas été, c'est qu'un jour, on a réussi, ou Claudine nous a appelés, ou un truc comme ça, ou elle est venue nous voir, je ne sais plus. Et on a pleuré toutes les larmes de nos cœurs en disant on veut rentrer à la maison, qui est en Angleterre. On est resté quand même jusqu'au bout parce qu'il fallait bien. Mais par contre, on n'a jamais reçu les enfants, c'était pas possible. Nous, on n'a jamais voulu. Ils étaient tellement désagréables. La famille était très désagréable. Le père et la mère, ils se sont jamais occupés de nous. À table, je me souviens une fois, peut-être que j'avais soif, comme ça. Le premier repas, j'avais soif, puis il n'y avait rien sur la table. Je demandais de l'eau, je ne sais plus dans quelle langue, comment j'ai réussi à demander de l'eau, alors le mot water, je n'arrivais pas à le sortir ou un truc comme ça. Et ils n'ont jamais compris. J'avais beau faire des gestes avec un verre, machin et tout. Tu vois, c'est odieux, odieux. Nous avançons jusqu'à une deuxième photo, représentative des étés de son adolescence. Alors, sur cette photo, il y a tout un groupe de jeunes qui vont de 15 à 18 ans. On est sur la plage. C'est des groupes de jeunes, à chaque fois qu'on allait en vacances l'été, on se retrouvait. Qu'est-ce que tu veux que je te décrive, c'est pas évident. Hein. On dirait que j'ai des salles de grand-mère là. C'était peut-être la période où j'étais un peu boulotte. J'en sais rien. Je suis pas belle là-dessus. Je vois pas trop mon visage. On dirait que j'ai une poitrine terrible. C'est horrible. Alors je me cache, je mets une serviette autour de mes jambes, mes cuisses. Une serviette sur le dos. C'est vrai que je me cache, en fin de compte. Je ne vais pas être bien dans ma peau à cette époque-là. C'est, oui, l'adolescence, donc je me sentais certainement pas belle. Les parents, amis de mes parents, avaient aussi une villa donc à Merlimont et ils possédaient un filet de volley-ball. Ils avaient 5 enfants et nous on était 4 enfants. Forcément, on a beaucoup joué ensemble. Alors, quand on joue au volley, du coup arrive un jeune qui regarde, un deuxième qui regarde. Est-ce que je peux jouer avec vous, etc. Et c'est comme ça que le groupe se forme, quoi. Enfin, on était toujours devant une bande quand même de 10, 15, quoi, en gros. On faisait les 400 coups, ce qu'on appelle ça, les 400 coups sur la plage. On jouait surtout beaucoup au volley. On faisait des châteaux. On jouait au billes. On faisait des châteaux forts, et puis, pas des châteaux forts, des châteaux de sable. Et on jouait beaucoup aux billes et avec des coureurs. C'est-à-dire qu'on faisait un château. On avait chacun des petits... comme des petits soldats,
avec des billes, et on jouait, on faisait le Tour de France. Le midi, chacun rentrait chez soi à déjeuner, on se retrouvait juste après le repas. On passait notre après-midi à jouer, à faire des bêtises, à faire des trous. Qu'on retrouvait avec une serviette, on entendait quelqu'un passer sur la serviette, il tombe dans le trou. Enfin, des bêtises de jeunes de 17 à 18 ans, 16-18 ans. Et on s'entendait tous très très bien. Et on faisait surtout beaucoup de volleyball. Et le soir, quand nos parents nous l'autorisaient, bien sûr, on allait se laver, se doucher, on mangeait, puis on allait faire un tour en ville. On allait boire un sirop menthe, un sirop, jamais d'alcool bien entendu. On traînait dans la rue, on chantait, on hurlait, et puis après on rentrait, quoi. On faisait jamais rien de... En fin de compte, rien de mal, quoi. Si, une fois. Un jour, il y avait un des jeunes qui avait pris la 2 chevaux de son père. On s'est mis à je sais pas combien dans la 2 chevaux. Lui, il conduisait plus ou moins bien. D'un seul coup, il y a des agents, des flics qui sont arrivés, puis il a fait arrêter à 2 chevaux. Nous, comme des gamins qu'on était, on s'est tous sauvés. Mais tous sauvés. Puis il y avait les flics qui nous couraient derrière, mais on courait plus vite qu'eux. Et ça nous arrivait aussi l'après-midi, par exemple, parce que Merlimont se trouve à 3 km de Berck-sur-Mer et 5 km du Touquet. On partait, on longeait la mer, on allait jusqu'au Touquet, on achetait notre glace et on revenait. Ça nous faisait passer 2 heures, quoi. On avait ce qu'on appelle des cabines de bain. Les cabines de bain, c'était du tissu en coton que les mamans cousaient. On rentrait dedans, ça nous permettait de se déshabiller, de se rhabiller sous la cabine. On appelait ça une cabine de plage. J'en ai fait de ces cabines-là en tissu. C'était drôle. Non, on faisait des bêtises. On faisait par exemple un jeu et puis il y avait des gages. Donc dans les gages, on allait embêter les gens, les personnes âgées autour de nous qui étaient tranquilles sur la plage. Mais à force d'aller tout le temps au même endroit, on connaissait les gens, même les gens âgés. Donc des fois ils riaient, des fois ils disaient bon allez, ça suffit, maintenant vous nous laissez tranquilles, quoi, les jeunes, allez jouer ailleurs. Mais bon, jamais on a eu un problème, jamais. Moi, ce que je n'avais pas le droit de faire du tout, de sortir, etc., les garçons le faisaient. Et moi, je me souviens, j'avais mes frères qui habitaient dans la même chambre, qui avaient 2 lits jumeaux. Je ne sais plus quel âge ils avaient, peut-être 18 ans, oui, qui sortaient, ils faisaient le mur, ce qu'on appelait faire le mur. Ils avaient un balcon au premier étage. On est bête quand on est jeune parce qu'ils allaient chercher une échelle pour pouvoir descendre, une échelle pour pouvoir remonter, bien sûr, la même échelle. Mais quand ils rentraient dans la chambre, ils n'osaient pas descendre pour aller ranger l'échelle dans le garage, donc ils laissaient l'échelle. Donc, le lendemain, les parents, ils n'étaient pas fous, hein, quand même. Mais les filles, comment je pourrais expliquer ça ? Les garçons avaient presque plus de droits que nous, même s'ils étaient plus jeunes. Ils avaient, oui, certainement beaucoup plus de droits que nous. Et nous, on était très, très surveillés. On jouait, t'en avais toujours un qui allait t'éclabousser, par exemple, quand tu rentrais dans l'eau, parce qu'il était attiré par toi. Mais ça n'allait jamais plus loin que ça, quoi. Et je me souviens d'une fois, c'est vieux cette histoire, hein, je ne sais pas quel âge j'avais. Mon père disait, attention, moi, rentrez vos poules, je lâche mes coques. Ça voulait tout dire. J'ai eu un chaperon jusqu'à mon mariage. Et ce chaperon, c'était mon frère. La dernière fois qu'on est allé à Merlimont, les parents avaient loué une villa. Maman nous a conduits, Jean-Louis et moi. Moi, je devais avoir 17-18 ans, pas plus, oui, 18 ans. Jean-Louis, donc, beaucoup plus jeune que moi. Mon frère est né, pourquoi il n'est pas venu, ni ma soeur, je ne sais plus. Mais ma soeur, je crois qu'elle était déjà mariée. Et mon frère, je n'ai pas souvenir pourquoi il n'était pas avec nous. Toujours est-il que j'étais avec mon jeune frère et maman nous a déposés. C'était toujours un déménagement terrible parce qu'il n'y avait pas de frigidaire. Donc il n'y avait pas de... Comme maintenant où les villas elles sont aménagées, etc. Donc on bourrait la voiture de tas de choses. Et moi j'ai même souvenir quand on était beaucoup plus jeunes, quand papa nous conduisait à Merlimont, où on partait avec des lits. Donc il partait avec une camionnette. Un camion, pas une camionnette, un camion. Alors pour en revenir à cette dernière vacances à Merlimont, on devait partir que 15 jours. Et maman nous a donc conduits, il faisait une chaleur terrible ce jour-là, c'était formidable. Et le lendemain, elle est repartie le soir même, et le lendemain matin,
pluie. Que va-t-on faire quand on a 15, 16, 17 ans? Qu'est-ce qu'on va faire? Il pleut, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on commence à essayer de voir si les copains sont arrivés, etc. Et puis ça a été comme ça, mais très régulièrement, il faisait très mauvais. Donc on ne pouvait pas aller jouer sur la plage parce qu'on jouait beaucoup au volley, on ne pouvait pas aller se baigner parce qu'il ne faisait pas assez chaud, etc. Donc le peu d'argent que maman nous laissait pour la semaine, on l'a dépensé à des bêtises, à acheter des sucettes, des bonbons. Vraiment, j'appelle ça maintenant des bêtises. On n'allait pas au café boire un whisky ni un Coca-Cola, c'était pas dans nos mœurs ça. Et le week-end d'après, donc les parents arrivaient, on leur expliquait des tas de choses, et puis la deuxième semaine, il faisait toujours un temps épouvantable, et les parents nous ont laissé de nouveau de l'argent pour la semaine, et d'un second, on s'est retrouvés au bout du 3e jour sans un sou. Un matin, on s'est réveillés, puis on mourait de faim. On n'avait rien mangé la veille. Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis, il n'y a qu'une chose, je dis à mon frère Jean-Louis, on va aller à la crevette. Je dis, on mangera des crevettes. On avait encore de quoi acheter, mettons, du pain, il nous restait peut-être du beurre. On a été faire notre pêche. C'était encore une période où on ramenait des demi-sauts de crevettes. Hein. Alors, on a mangé des crevettes sous toute la couture, en purée. Hein. Enfin, au bout du 2e jour, on avait marre des crevettes, mais ça nous nourrissait pas assez. Donc, comme il y avait des amis de mes parents qui habitaient, qui étaient en vacances aussi à Merlimont, alors c'est très drôle, on arrivait vers midi moins le quart, midi. Tiens, on vient vous dire bonjour. Automatiquement, qu'est-ce que disaient ces gens-là qui étaient très gentils? Vous resterez bien manger avec nous. On a fait ça plusieurs fois quand même pendant la semaine. On est resté 15 jours. Au bout de 15 jours, on a dit c'est pas possible, on s'en va. On est parti, c'est la dernière fois qu'on est allé à Merlimont. Mm-hmm.